Il est maintenant venu le temps de vous présenter très rapidement les candidats. Alors je vois beaucoup de monde dans cette salle, et je me pose toujours une seule question, pourquoi êtes-vous venu? Peut-être êtes-vous venu pour ce jury d'exception? Peut-être. Peut-être êtes-vous venu pour moi? Peut-être. Peut-être. Mais je pense sincèrement que vous êtes venu pour ce jeune homme. Pourquoi? Peut-être parce que ce jeune homme n'est pas comme les autres. Monsieur Céram Borgel, c'est un homme extrêmement compliqué, extrêmement délicat. La première fois que je l'ai rencontré, il tractait. Mais pourquoi tractait-il? Il tractait pour lui-même, car il aime à préciser qu'il est vice-président étudiant de l'université Paris II Panthéon-Assas. Il est aussi dit que c'est le fils caché du président de l'université, M. Guillaume Lett. Et pour cela, M. Borgel, nous vous félicitons. Vous êtes actuellement en Master 2 de droit européen, ce qui n'est pas rien, sachant que j'ai quand même redoublé 10 fois. Et pour cela, M. Borgel, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Si haut que l'on puisse monter, finit-on toujours par descendre, Monsieur Borgel? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Icare. 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 C'est magnifique, magnifique, splendide, c'est l'exemple parfait. Un seul nom vous est donné et tout est démontré. Voilà un homme qui n'a fait que monter, monter, monter. Il est monté aussi haut qu'il pouvait. Et arrivé en haut, arrivé au plus haut, il n'a fait que descendre. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est connu. Descendre, monter et descendre. Merci, Icare. Tout cela illustre mon propos et je pourrais presque m'arrêter là. Mais non. Je voudrais vous démontrer, sans m'appuyer sur un mythe, qu'aussi haut que l'on puisse monter, on finit toujours par descendre. Restons d'abord dans le réel, l'actuel, le concret. Ne dit-on pas que l'on monte à un escalier, que l'on prend un ascenseur, que l'on grimpe à la corde, que l'on saute dans un train, un avion, un taxi, et, pour les plus téméraires d'entre nous, que l'on s'attaque à l'Everest? Vous m'accorderez que l'on finit toujours par en redescendre. Personne n'a envie de finir suspendu à une corde ou bloqué dans un ascenseur avec quelqu'un que nous n'aimons pas. Et pour les moins sportifs d'entre nous, comme votre serviteur, il reste la Tour Eiffel, notre fabuleux monument. Je suis allé vérifier. Réalisant une fois devant que je n'avais pas ma carte bleue, j'ai réuni les quelques pièces que j'avais en poche et je n'ai pu me procurer que le billet, le ticket, 2e étage, escalier. J'ai alors grimpé les 674 marches et épuisé mais ravi, j'ai pu admirer notre ville lumière, ses monuments, ses fleuves, sa pollution, ses embouteillages. Vivement le maire qui trouvera la solution. Malgré cela, je voulais y rester, vraiment, je souhaitais rester là-haut. Mais la nuit tombée, j'ai dû obtempérer lorsque 2 vigiles à peine plus costauds que moi m'ont gentiment fait comprendre que la seule option était de descendre. Une fois arrivé au pied de la Tour Eiffel, 2 constats m'ont frappé. D'une part, ça n'est pas fait pour les moins sportifs, du tout. D'autre part, même si j'avais voulu rester tout en haut, il fallait bien que je finisse à un moment ou un autre par descendre, parce que la vue ne fait pas la vie. Maintenant, élargissons un peu, si vous le voulez bien, le sens du verbe « monter ». Il y a bien d'autres façons de monter. On peut monter dans l'estime de quelqu'un, par exemple, mais tout le monde sait qu'on y descend bien plus vite. Se hisser au pouvoir dans un gouvernement ou une circonscription, mais vous connaissez la suite mieux que moi. Monter, c'est aussi souvent synonyme de réussir, socialement, à la Georges Duroy. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. Et un ascenseur, ça monte et ça descend. Enfin, il peut également s'agir de monter sur scène, quitte à en mourir, tel Molière en ces lieux, qui n'en finit pas moins par descendre. Mais qu'importe le sens. Il serait illusoire, voire utopique, de penser qu'on ne descend jamais. Et il n'y a pas de montée sans descente. Combien d'exemples, en effet, viennent illustrer que la descente est inéluctable. Atteindre des sommets pour, dans un élan d'orgueil et de cupidité, dégringoler soudain. Une nuit
au Sofitel, l'emploi fictif d'une épouse, l'achat de villas au nom fruité, un mensonge devant une assemblée comme celle-ci, les yeux dans les yeux. Tant d'exemples qui dessinent le schéma d'une conséquence inévitable. Et je ne parle que de politique pour le moment. Filons d'ailleurs la métaphore politique et prenons l'exemple du plus haut poste de l'État. Tous les présidents n'ont-ils pas fini par descendre le perron de l'Élysée ? Après tout, descendre, ça n'a pas de connotation négative. Demandez à un skieur s'il préfère monter ou descendre la piste. Et puis, rappelez-vous de vos premières montagnes russes. Cette lente ascension, juste pour la jubilation et les fortes sensations de la descente. Parce que oui, ce qui compte à ce moment-là, c'est la descente, c'est ça l'important. Et puis, en quoi la descente serait égale à la montée ? Je m'explique. Imaginons que ces 3 marches soient la métaphore de la vie. Si je décide, dans ce cas, de monter ces 3 marches, vous en conviendrez, je ne peux pas rester indéfiniment et agréablement en haut de ces marches. Il faudra donc que j'en descende une pour pouvoir effectivement m'asseoir et y rester. En m'asseyant, suis-je retourné en bas ? Non. Dira-t-on que je ne suis pas descendu parce que je n'ai descendu qu'une marche ? Non plus. Ai-je eu à descendre les 3 marches pour descendre ? Non. C'est en cela que la descente n'est pas une marche arrière, mais un compromis nécessaire pour aller de l'avant. Morale de l'histoire, peu importe la montée, la hauteur, la descente, une chose est certaine, on finit par descendre. Par descendre. Descendre. Les cendres. Mais oui, c'est intéressant ça, cette poudre résultant de la combustion de certaines matières. N'est-ce pas aussi et surtout ce vers quoi nous nous dirigeons tous ? On parle de cendres après une incinération, certes, mais il s'agit également d'un symbole. Le retour des cendres de Napoléon est bien évidemment sa dépouille, tout comme celle de Simone Veil au Panthéon, car tous obéissent au schéma du vivant. Naître, être, grandir, croître, se développer, rayonner, se fatiguer, s'épuiser, vieillir, souffrir, mourir et disparaître. Alors oui, j'entends déjà les remarques. Monsieur Borgel, vous êtes si pessimiste. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce que vous pensez que nous sommes éternels. Vous savez, le vrai pessimiste, c'est le névrosé qui pense pouvoir échapper à l'inexorable de sa propre dispersion. Voilà ce que sont les cendres. Et l'Ancien comme le Nouveau Testament le soutiennent. Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière. Au-delà du symbole d'humilité que cela représente, quelle que soit la montée, quelle que soit la trajectoire, qui que soit ce « on », fût-il croyant, agnostique, religieux ou athée, il finit toujours par de simples cendres. À présent que nous avons évoqué le concret, le matériel, le physique, je vais tenter de prendre un peu de hauteur plutôt que du recul. Si haut m'évoque le vertige, l'éblouissement, le savoir, l'immensité des connaissances, l'universel, l'infiniment grand. Les cendres, elles, représentent à mes yeux ce résultat infime de toute combustion, l'infiniment petit. Et une image alors se présente à mon esprit, un arc-en-ciel. Cette courbe lumineuse et colorée qui part d'un point très bas, s'élève en arrondi et redescend majestueusement pour finir en un point bas opposé. Jolie parabole pour une vie, non ? Ce nourrisson que je fus n'a-t-il pas grandi, évolué ? Ce petit bout d'homme en devenir que j'étais a gravi doucement les étapes pour se construire, apprendre, aimer, rire et pleurer, grandir, découvrir, monter donc. Et c'est cette énergie, c'est ce feu, cet incendie de la vie entretenu par un souffle ardent qui me permet de me tenir aujourd'hui devant vous. Et c'est en regardant vers ces braises, mes géniteurs, que je perçois les subtiles atteintes de cette pesanteur lorsque je distingue leurs rides, l'amoindrissement de leur vitalité, et je devine leur acheminement vers l'absence. Leur expérience, leur sagesse, tout en m'accompagnant, les consument, tout doucement.
Et je sais que de ce feu, de ces braises, naîtront alors les cendres, les faisant inexorablement s'évaporer, se dissoudre dans le temps et l'espace, infiniment. Mais il serait ingrat de ma part d'évoquer mes parents sans remonter à leurs ascendants, mes chers grands-parents, qui ne sont que des cendres, mais qui, s'ils pouvaient redescendre, ne manqueraient pas de se pousser du coude en murmurant avec fierté « C'est mon petit-fils ». En fait, nous avons tous des ascendants et nous descendons tous de quelqu'un. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de moi, je vous ai parlé de vous. En réalité, j'ai parlé de nous. Et ne souhaitant pas rester suspendu, il ne me reste plus qu'à vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, merci et bonne soirée. Contrairement à son contradicteur, Théo Fouque n'a aucun défaut. À part peut-être celui d'être un vilain petit provincial qui aurait volé la place d'un méritant parisien dans cette prestigieuse université. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu? Je sais que tu m'attends. La beauté de ces vers me caresse avec la douceur qui caractérise la lecture d'un arrêt du Conseil d'État au petit matin. Des vers d'une telle douceur, vous en retrouverez dans un discours de M. Fouque. Mais à ce moment-là, ne vous méprenez pas, car ce sera ni du Baudelaire, ni du Rimbaud que vous entendrez, mais bien du Fouque tout craché. Oui, Théo est un poète. Il a su, au fur et à mesure de ce tournoi, braver les problématiques des sujets pour se hisser à la finale dans ce magnifique Conseil d'État. Alors, au sujet, aussi haut que l'on puisse monter, finit-on toujours par descendre, il saura trouver le nœud juridique et vous le démontrer. Il vous parlera sûrement de fatalité, d'élévation, d'emprise de la chrétienté sur notre société, mais surtout, Théo nous parlera avec le cœur. Car c'est certainement là le plus important dans ce que j'aime appeler un Fouque discours. Théo sait mettre de côté son brillant intellect et sa connaissance abyssale pour se connecter, communiquer avec son auditoire et transmettre ses émotions. Mais je vous vois venir. Théo n'est qu'un personnage, c'est un imposteur, avec son costume 3 pièces, son pull zippé, sa montre à gousset et sa magnifique moustache. Mais non, vous ne rêvez pas. Théo n'est pas une projection du passé, il est bien vivant. Mesdames, un cœur bat dans la poitrine de cet homme. Monsieur Fouque, qui aurait déclaré « Quand je serai grand, je voudrais être lobbyiste ». C'est sûrement à ce moment-là qu'il s'est forgé ce personnage de séducteur ravageur à en faire blêmir Belle-Amie. Probablement pour séduire la gente féminine de la classe supérieure. Alors ce soir, Madame Yard, Madame Falcon, prenez garde aux Fouques qui rôdent. Théo Fouque, dans mon imaginaire et bientôt dans le vôtre, je l'espère, c'est ce phare dans la brume qu'est notre société, où on ne fait que courir d'un endroit à un autre et où les divertissements se sachent un à un inlassablement. Alors,
il nous éclaire de sa lumière, de la lumière d'un temps passé, d'un temps où l'on prenait le temps pour ralentir, admirer les choses, voir leur beauté. Alors ce soir, je vous en conjure, écoutez. Écoutez, Monsieur Fouque, pour sortir de la torpeur de vos vies inlassables, pensez à l'amour, pensez à l'ivresse, pensez à la beauté des mots. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Théo Fouque. Monsieur Fouque, après cette brillante présentation, nous avons de grandes attentes en votre égard. Si haut que l'on puisse monter, finit-on toujours par descendre? L'homme n'est que poussière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, public chéri mon amour, depuis que j'ai appris cette nouvelle l'autre jour dans le journal, je peux vous dire que désormais je regarde d'un œil tout à fait méfiant le dessous des tapis. Depuis que j'ai appris cette nouvelle, je me suis rendu compte que ces petites fripouilles de vendeurs d'aspirateurs, vous savez, qu'on voit le matin sur Téléachat, avec leurs dents blanches et leur sourire malsain, doivent bien se frotter les mains, ces salauds. Et alors j'ai réalisé, comme ça, telle une épiphanie, dans une fulgurance d'esprit, que notre cher et tendre contradicteur, qui à l'évidence apprécie tellement la poussière, trouverait peut-être sa vocation comme technicien de surface. Monsieur, c'est une proposition. Madame, vous avez un regard sévère avec moi, pardonnez-moi. Mais Monsieur le Président, si je pense effectivement que la plupart des hommes ne sont que poussière et finiront à jamais dissous dans les eaux du Léthé, je pense que certains hommes sont infiniment plus que ça, infiniment plus que de la poussière, infiniment plus que des cendres, infiniment plus qu'un dîner pour vers de terre. Il s'agit de ceux qui, viscéralement, organiquement et presque ontologiquement, appartiennent à cette race d'hommes supérieurs, à cette catégorie d'êtres si singulière, celle des génies, des artistes, des héros. Ces quelques happy-few qui ont arpenté les cimes de la grandeur humaine, eux, je suis convaincu qu'on ne les oubliera pas, car leur œuvre, leur réalisation, leur accomplissement resteront à jamais gravés dans nos esprits, dans nos mémoires et dans nos âmes. Je suis convaincu que la majesté du génie dure, et comme le rameau de Salzbourg, se cristallise à jamais dans nos cœurs. La nuit dernière, cher jury, j'étais en train de flâner tranquillement, non pas au parc Saint-Germain, Monsieur le Président, mais place de la Bastille, l'estomac gros d'alcool et le cerveau plein d'ivresse, avec la lune comme seul compagnon qui était là comme un point sur un i, quand tout à coup, sans raison, une sorte de feu intérieur tout d'un coup m'a pris et m'a poussé subitement à me faufiler, vous savez, à travers cette grande colonne qu'on voit sur la place de la Bastille, la colonne de Juillet. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Cette colonne que j'avais tant vue me rappelait à chaque marche que je montais le génie de l'homme. Chaque marche que je montais me rappelait une vérité sur la grandeur humaine. Et alors, quand je suis arrivé tout en haut, quand je suis arrivé au sommet, là c'était clair comme le jour. Les choses avaient tout d'un coup perdu leur allure inoffensive de catégorie abstraite. J'ai compris soudain, en voyant cette statue dorée au sommet de la colonne, que le génie humain n'est assurément pas fait de chair et d'os. Il est fait de bronze et de marbre. Cher jury, c'est donc selon une peinture en 3 tableaux que je vous propose. D'abord, la petitesse et l'insignifiance comme une chute inévitable dans le fleuve de l'oubli. Puis, le génie créateur, comme un antidote au destin. Et enfin, l'héroïsme, le clou du spectacle, comme une manière de devenir à jamais immortel, que je me propose de vous prouver solennellement que jamais, au grand jamais, on ne finit en cendres dès lors que l'on a fait l'effort de monter. Alors, quand je suis redescendu de cette colonne, j'ai vu tous ces Kevin rivés sur leur smartphone, guettant assidûment comme de gentils dévots les lol et les likes, fonçant sur le trottoir tête baissée, se cognant les uns contre les autres sans un mot d'excuse. J'ai vu tous ces originaux pavloviens débitant les mêmes éléments de langage et répondant aux mêmes stimuli comme des lapins en cage. À tout cela, évidemment, le temps ne rendra pas service.
À tous les faibles, les éclopés intellectuels, ceux qui ne savent que meugler et dont l'instinct grégaire ne pousse qu'à la bêtise. Eux, les faibles, les débiles, les engourdis, les lâches, les égoïstes. Ceux qui pensent que l'Afrique est un pays. Ceux qui pensent que la coupe mulet reviendra un jour à la mode. Ou encore ceux qui pensent que François Hollande sera un jour bien plus qu'une note en bas de page. À tout cela, évidemment, la postérité ne rendra pas service. Car, voyez-vous, c'est si bas que l'on puisse descendre, que l'on finit toujours en cendres, et non l'inverse. Je suis absolument convaincu que Raskolnikov avait raison. Il y a les êtres ordinaires et il y a les êtres extraordinaires. Il y a les gens que l'on oubliera et les gens dont on se souviendra. Il y a les modérés, les tièdes, les insignifiants, et il y a les autres, les constructeurs d'un vivant édifice, ceux dont l'univers est égal à leur vaste appétit, ceux qui ont consacré leur vie à créer, ceux qui ont consacré leur vie non pas simplement à subir le monde, mais à le transformer de leurs mains. Cher jury, c'est maintenant avec une grande fierté que je vous présente le deuxième tableau. Place au génie créateur. La 9e symphonie de Beethoven, le swing de Duke Ellington, le blues de Skip James, les poèmes d'Apollinaire, les portraits de Modigliani au bateau lavoir, les peintures de Renoir au moulin de la Galette, Camille Claudel sculpté par Rodin, la fontaine de Trévi filmée par Fellini, ou encore la campagne française de notre cher Henri Martin, tout autour de nous aujourd'hui. Tant qu'il y aura des hommes, Monsieur le Président, il y aura des gens pour se souvenir de tout ça. C'est comme ça. Il ne peut pas en être autrement. Car l'art nous façonne, l'art nous aide à vivre, l'art nous rend la vie plus douce. L'art nous fait oublier ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un infime instant, cette vérité si tragique, cette vérité si infâme, qui est que nous ne sommes que des hommes, qui est que nous ne sommes que de vulgaires mortels. Vous savez, Monsieur le Président, je suis convaincu que la postérité n'est pas qu'un discours aux asticots. C'est bien plus que ça. C'est sans aucun doute un rendez-vous pris avec l'éternité. C'est la manière la plus haute, la plus noble et la plus enviable par ses créations de devenir à jamais immortel. Car l'artiste devient son œuvre, ou plutôt il est son œuvre à jamais et pour toujours. C'est, je crois, la plus belle manière de renaître de ses cendres comme le phénix et de perdurer à jamais en chacun de nous. Et maintenant, cher jury, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente maintenant l'ultime tableau. Place à l'héroïsme, place aux demi-dieux, place aux immortels, place aux grands hommes. Il est évident, cher jury, qu'être un grand homme ne se réduit pas à mettre des talonnettes sous ses pieds. Nicolas, si tu nous regardes, être un grand homme ne se réduit pas non plus à régner sur des vélib et des trottinettes électriques. Anne, si tu nous regardes, me gusta la paella, je te salue en espagnol. Être un grand homme, c'est ne pas avoir peur du risque, c'est ne pas avoir peur de la mort. Ceux qui osent, qui tentent, qui n'ont pas peur de prendre des coups, qui n'ont pas peur d'avoir mal, qui n'ont pas peur du sacrifice, qui n'ont pas peur d'un octogone sans règles, ceux-là, évidemment, qui resteront à jamais gravés dans la grande stèle de l'histoire humaine. Gandhi, Mandela, Luther King, Jaurès, ou plus récemment Arnaud Beltrame. Prison, grève de la faim, balles dans la gorge, agonie dans le sang. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leur acte de courage plein de panache et de bravoure. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leurs sourires pudiques par lesquels ils s'excuseraient presque d'être sublimes. Bien sûr que nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait pour le bien de l'humanité. Bien sûr que nous n'oublierons jamais leurs souffrances et leurs sacrifices. Car voyez-vous, c'est par eux que nous nous construisons chaque jour. C'est par leur action que nous nous élevons, que nous échappons au miasme fétide de la vie ordinaire et que nous devenons meilleurs, que nous progressons. Car leur grandeur, cher jury, leur grandeur fait aussi la nôtre. C'est par eux que je peux me tenir aujourd'hui dans cette salle, plaider devant vous, devant tous ces gens dans cette salle si impressionnante, lever la tête, bomber le torse et affirmer que oui, assurément, je suis fier d'appartenir à la communauté des hommes. Avec le temps va, tout s'en va. Regarde,
J'ai trouvé ça tout à l'heure dans un cratère. Oui, cher jury, bien après notre mort, les argonautes du futur qui vivront probablement dans des colonies sous terre écouteront encore, j'en suis sûr, à travers leurs casques cybernétiques, les chansons de Léo Ferré. Et se diront avec une lueur dans les yeux et un sourire aux lèvres que si avec le temps tout s'en va, tout ne s'efface pas. Et ils se souviendront que la grandeur, le génie et l'héroïsme ont existé, que tout cela a été. Et ils réaliseront, Monsieur le Président, que ce souvenir que tout cela a été, finalement, c'est aussi faire en sorte que cela puisse être encore. Monsieur Borgel, vous avez un droit de réponse n'excédant pas 1 minute au discours que vient de faire Monsieur Fouque. Souhaitez-vous exercer ce droit de réponse? Monsieur Borgel, nous vous écoutons. Mon compétiteur nous a parlé de grands hommes, de personnes extraordinaires, de héros, de techniciens de surface aussi. Et j'ai bien eu l'impression qu'il continuait mon propos, car voyez-vous, mon grand-père était technicien de surface. Et je donnerais tout pour ne serait-ce qu'arriver à sa cheville. Et pour moi, c'était finalement, et je pense comme tout le monde, a en lui quelque chose comme ça, c'était mon héros. C'était un grand homme, et c'était une personne extraordinaire. C'est-à-dire que chaque personne a sa vision du héros, sa vision de la personne extraordinaire. Et s'arrêter aux personnes dont on se souvient pour dire qu'ils ne finissent pas en cendres, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Monsieur Fouque, vous avez un droit de supplique au droit de réponse. Alors, monsieur le contradicteur, la dernière fois que nous nous sommes vus avec votre mère m'a dit droit dans les yeux, « Si tu touches à mon fils, je te défonce. » Si. Alors, naturellement, monsieur le président, face à tant d'amabilité et de courtoisie, je tâcherai de rester sage. Alors, monsieur, vous avez 1000 fois raison. Votre grand-père était peut-être un grand homme. Et vous voyez bien que vous allez dans mon sens, car finalement, vous ne l'avez pas oublié. Finalement, votre grand-père n'est pas que des cendres, il est resté dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Il perdure à travers vous. Donc finalement, vous ne l'avez pas oublié. Finalement, monsieur, vous allez, en un certain sens, dans ce que moi j'ai défendu ce soir. Mais monsieur, sachez que moi je n'oublierai pas ce moment que nous avons passé ici ce soir, dans cette salle si impressionnante avec tous ces jurés si beaux, si intelligents. Voilà pourquoi je vous dirais, à la manière d'un Jean d'Ormesson, que malgré tout, cette joute fut belle. Merci à tous deux. Le jury va délibérer.